Quand le frère de ma femme a commencé à utiliser mon matériel sans demander, j'ai posé une limite. Il m'a dit « Tu crois que tout t'appartient ?» Ma femme a pris son parti. « Tu n'es pas irremplaçable, tu sais. » Cette nuit-là, je suis allé à mon entrepôt, j'ai ouvert la porte et j'ai retiré tout ce que j'avais acheté. Mais ce que j'ai laissé derrière moi a eu encore plus d'impact. J'ai 38 ans, je vis à Yakima, dans l'État de Washington, et cela fait 11 ans que je gère une entreprise de menuiserie sur mesure dans mon garage. Je fabrique des armoires, des tables, des portes, ce qu'on me demande. J'ai passé plus d'une décennie à constituer ma collection d'outils, perfectionner mes compétences et gagner la confiance de mes clients. Tout ce que j'ai, je l'ai obtenu avec beaucoup d'efforts, de la discipline, et des mains usées par le travail. Je ne suis pas extravagant ni bruyant, mais je suis fier de ce que j'ai construit. J'ai rencontré Marlène à l'âge de 28 ans. C'était le genre de personne qui illumine une pièce. Elle riait fort, parlait vite et ne se souciait pas de l'opinion des autres. Elle a aimé mon calme, disait que j'étais différent des types ratés qu'elle fréquentait avant. Je ne parlais pas beaucoup, mais j'écoutais. Et elle adorait parler, donc ça marchait. 2 ans plus tard, on s'est mariés. À l'époque, elle avait un emploi correct dans une compagnie d'assurance. Rien de grandiose, mais suffisant pour payer les factures. Moi, je m'occupais de la plupart des réparations de la maison, de la voiture, des courses. Elle aimait sortir. Moi, je préférais rester dans le garage. Malgré ça, on arrivait à faire fonctionner notre couple. Tout a changé quand son frère, Connor, est venu vivre chez nous. Connor avait 25 ans et venait de sortir d'une situation difficile à Portland. Il n'est jamais vraiment entré dans les détails. Marlène disait qu'il avait eu des colocataires compliqués, qu'il n'arrivait pas à garder un boulot et qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Elle voulait qu'il reste chez nous un temps, juste le temps de se remettre sur pied. Je n'étais pas très enthousiaste. Je n'ai jamais été proche de ma propre famille, encore moins de la sienne, mais je ne voulais pas créer de conflit. J'ai donc accepté à condition que ce soit temporaire. Il s'est installé dans la chambre d'amis et, dès le début, il a agi comme s'il était chez lui. Il laissait la vaisselle sale dans l'évier, passait des heures sous la douche, vidait le frigo sans jamais le remplir. Il ne faisait même pas semblant de chercher un travail. Il passait ses journées sur le canapé à regarder la télé ou à jouer sur son téléphone. J'ai essayé d'être poli au début, je lui ai laissé de l'espace, du temps, mais la situation a empiré quand il a commencé à aller dans mon garage. Ce garage, c'est mon sanctuaire. Pas le nôtre, pas celui de la famille. C'est là où je travaille, où je pense, où j'ai passé des milliers d'heures à créer quelque chose à partir de rien. La première fois que j'ai compris qu'il s'y passait quelque chose, c'est quand je suis rentré chez moi et que j'ai vu de la sueur sur mon établi. Je n'avais rien touché ce jour-là. J'ai d'abord pensé que j'avais peut-être laissé un travail en plan. Puis j'ai remarqué qu'un de mes serre-joints avait été déplacé, et qu'un ciseau à bois n'était plus à sa place. J'ai demandé à Marlène si elle savait quelque chose. Elle m'a dit « Ah, Connor bricole un petit projet en bois. Il a emprunté 2-3 trucs. » Je lui ai répondu qu'il ne pouvait pas toucher à mes outils. Ce sont des équipements chers, pas des jouets. Elle a haussé les épaules. Il essaie juste de fabriquer une table. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave? J'étais furieux. Un seul faux mouvement avec une scie à ruban, et on peut perdre une main. Et mes outils? Certains coûtent plus cher que sa voiture ridicule. Je suis allé voir Connor directement et je lui ai dit. Ne touche plus jamais à mes outils sans me demander. Ce garage, c'est mon lieu de travail, pas un terrain de jeu. Il m'a fait son sourire hypocrite. Bien sûr, pas de souci. Le lendemain, mes pinceaux étaient foutus. De la colle avait été renversée. Un de mes ciseaux à bois avait disparu. Le sol ressemblait à une zone sinistrée. J'étais hors de moi. Je suis entré, furieux, et j'ai montré le pinceau abîmé à Marlène. Tu te fiches de moi. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Quoi? Ton frère est en train de détruire mon atelier. Elle a répondu. Il essaie juste de bricoler un truc. Tu n'as pas besoin d'en faire tout un drame. Un drame? Ce pinceau coûtait $40, et il a gâché une bouteille de colle à $100. C'est laquelle a prononcé la phrase qui a tout changé. Tu crois que tout t'appartient? Je l'ai juste regardé, sans savoir quoi répondre.
Et puis, à voix plus basse, presque comme si elle n'osait pas le dire. Tu n'es pas exactement irremplaçable. C'était comme un coup de poing. Je n'ai rien dit. Je suis sorti, je me suis assis dans mon camion, face au garage. Face à tout ce que j'avais construit. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas d'entendre ces mots dans ma tête. Pas irremplaçable. Comme si je n'étais qu'un meuble dans la maison. Comme si rien de tout cela n'avait de valeur. Je me suis levé à 5 heures du matin, avant que quiconque ne se réveille. J'ai attaché la remorque à mon camion et ouvert la porte du garage. Je suis resté un moment, comme si j'entrais dans une maison cambriolée. J'ai tout pris. Chaque outil, chaque scie, chaque perceuse, chaque lame, tout. J'ai tout chargé dans le camion, puis j'ai conduit jusqu'à mon entrepôt, de l'autre côté de la ville, un espace que j'avais déjà préparé au cas où j'aurais un jour besoin d'un atelier de secours. À 8 heures du matin, le garage était vide. Mais j'ai laissé une chose derrière moi. Je suis allé voir un ami qui tient une imprimerie et je lui ai demandé une pancarte. Lettre blanche, grande, sur fond noir. Ce n'est pas à toi. Je l'ai fixé au mur du garage, là où se trouvait mon ancien établi. Puis je suis allé travailler comme si de rien n'était. Vers midi, mon téléphone a explosé de messages. Message de Marlène? Où sont tes affaires? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas répondu. Quand je suis rentré à la maison, elle m'attendait dans le salon, les bras croisés. Connor faisait les 100 pas, rouge de colère. T'as vidé le garage? Sérieusement, a-t-elle lancé. J'ai pris ce qui m'appartenait. Et tu ne m'as même pas prévenu? Je pensais ne pas avoir besoin de permission. Tu as dit que je ne possédais pas tout, alors j'ai préféré protéger ce qui m'appartient encore. Connor est intervenu. Mec, tu pètes les plombs. J'ai à peine touché à tes trucs. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as détruit pour $300 de matériel, et tu as menti. Il a haussé les épaules. Ce ne sont que des objets. Marlène s'est interposée entre nous. Tu en fais toute une histoire. Dit-elle. C'est moi qui ai construit cet atelier, avec mon argent. Répondis-je. Pas le tien. Pas celui de ton frère. Le mien. Je n'ai rien dit quand tu as demandé qu'il reste ici. Je n'ai rien dit quand il vidait le frigo ou laissait tout en désordre. Mais cet atelier m'appartenait. Et vous deux avez franchi la ligne. Et là, elle l'a redit. Tu n'es pas irremplaçable. Cette nuit-là, je suis parti en silence. Sans crier, sans me disputer. J'ai pris quelques vêtements, mon ordinateur portable, et je suis parti. Et ce n'était que le début. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un matelas au fond de l'imprimerie de Kevin. C'est un très bon ami, on se connaît depuis le lycée. Il n'a pas posé de questions. Il m'a juste tendu une bière et dit. Reste autant que tu veux. Je n'ai pas beaucoup parlé. Mais je crois qu'il l'a vu sur mon visage. J'avais atteint ma limite. 2 jours ont passé avant que Marlène ne réapparaisse. Elle n'a ni appelé ni envoyé de message, elle s'est simplement présentée sur le parking pendant que je ponçais une nouvelle table. Elle est entrée comme si de rien n'était. Tu veux vraiment en arriver là? A-t-elle demandé. Tout jeter à la poubelle? J'ai continué à travailler. C'est toi qui as tout jeté. Son visage s'est crispé, comme si je l'avais giflé. Tu dramatises tout ça pour des outils. Ces quelques outils me font vivre. Tu as laissé ton frère me voler, et tu as dit que ce n'était rien. C'est lui la famille, et moi, je ne le suis pas? Elle a baissé les yeux. Elle n'a rien répondu. J'ai enfin éteint la ponceuse. Et si c'était l'inverse? Si quelqu'un s'en prenait à tes affaires, les détruisait, et que je prenais sa défense? Tu te sentirais comment? Elle est restée silencieuse. J'ai fait un pas en avant. Tu l'as laissé détruire quelque chose que j'ai construit de mes propres mains. Tu l'as couvert. Et quand j'ai dit que j'en avais assez, tu m'as dit que je n'étais pas irremplaçable. C'est ça qui a tout brisé. Sa voix a tremblé un peu. Je ne voulais pas dire ça. Si, tu le voulais. Et jusqu'à maintenant, tu ne t'es même pas excusé. Elle est repartie après ça. Sans larmes, sans me supplier de revenir. Elle est juste retournée à sa voiture et est partie. Mais Connor?
ce crétin a quand même essayé de m'appeler ce soir-là. Il a dit « Tu as tout pris. Elle est en train de péter un câble. T'es content, là ?» Je lui ai raccroché au nez. Le lendemain, j'ai commencé à recevoir des appels de connaissances, des amis communs, des voisins. L'histoire se répandait. Marlène racontait à tout le monde que j'avais exagéré et que je l'avais abandonnée. Elle a même publié un message flou sur Facebook disant qu'elle avait été trahie. Je suis resté silencieux. À la place, je me suis concentré sur le fait de recommencer à zéro. Kevin m'a proposé une partie de l'arrière de son imprimerie pour en faire un atelier temporaire. J'ai sorti mes outils du dépôt, pris quelques petits contrats. Des anciens clients sont revenus. L'un d'eux m'a même dit « J'ai entendu ce qui s'est passé. T'as bien fait. » Mais le vrai tournant est arrivé 2 semaines plus tard. J'ai reçu un email d'un certain Dave. On avait bossé ensemble il y a quelques années sur la rénovation d'une cuisine. Maintenant, il gérait un bâtiment commercial en centre-ville, avec un local vide. C'était autrefois un magasin de vêtements. Il a écrit « J'ai vu ton histoire sur Facebook. J'ai un local. Loyer pas cher. Tu veux enfin sortir du garage ? On s'est rencontrés le jour même. C'était parfait, grande fenêtre, plafond haut, assez de place pour tous mes outils et même plus. Pour la première fois, j'ai entrevu ce que l'avenir pouvait m'offrir. J'ai signé le bail en moins d'1 semaine. Pendant ce temps, la maison tombait en ruine. Connor n'avait toujours pas de boulot, pas d'argent, et pas d'outils pour finir la foutue table basse qu'il avait commencé. Les voisins ont commencé à remarquer la garage vide et les disputes constantes. L'un d'eux m'a même envoyé un message. « Tout va bien chez toi ?» Le frère de Marlène hurlait devant la maison l'autre nuit. J'ai répondu. « Je n'habite plus là. » Et puis, la vraie tempête a commencé. J'ai reçu une assignation. Marlène avait engagé une procédure de divorce, réclamant la moitié de tout. La valeur de mes outils, de mon entreprise, et même une part de mon nouvel atelier que je venais à peine de louer. Elle n'avait aucune idée de comment fonctionne la propriété d'une entreprise. Elle pensait que, parce qu'on était mariés, elle avait droit à une part de tout, même des choses que j'avais achetées des années avant de la connaître. Mais j'avais les reçus. J'avais des preuves de chaque achat, chaque transaction. Mon compte pro était séparé. J'avais tout fait dans les règles. Mon avocat a été clair. Elle n'a aucune base légale. Avec un peu de chance, c'est elle qui te devra des indemnités. C'est là que j'ai décidé de vraiment contre-attaquer. On a lancé une procédure contre elle pour perte de revenus due aux dégâts causés. Et on a inclus Connor dans la plainte. Oui, j'ai poursuivi mon propre beau-frère pour avoir utilisé et détruit du matériel professionnel sans autorisation. L'avocat a dit que c'était rare, mais avec la documentation qu'on avait, photos, messages, témoins, le dossier était solide. Après ça, Marlène a disparu. Plus de messages. Plus de publications Facebook. Mais Connor ? Ce débile m'a encore envoyé un message. C'est la guerre, mec. T'as touché à la mauvaise famille. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai gardé le message. Parce que s'il pensait que ça, c'était la guerre. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Environ 1 semaine après le dépôt de notre contre-plainte, j'ai entendu frapper à la porte de mon nouvel atelier. J'étais en plein projet, en train de préparer des panneaux pour une table en chêne sur mesure. Kevin est entré et a dit « Il y a une femme devant qui demande après toi. Elle s'appelle Jenna. » Je ne reconnaissais pas le nom. Je me suis lavé les mains et suis allé à l'entrée. Elle était là, une femme d'une 30aine d'années, cheveux châtains courts, tenue formelle, tenant une pochette. Elle avait l'air nerveuse, mais déterminée. « Tu ne me connais pas, dit-elle. Mais moi, je connais Connor, ou plutôt, je l'ai connu. » Elle a ouvert sa pochette. Dedans, il y avait des captures d'écran de messages, des emails et quelques documents judiciaires. Des ordonnances de restriction. Une à Portland. Une autre à Vancouver. Toutes contre Connor. Des femmes différentes. Elle était l'une d'elles. Il s'avère que Connor avait un passé très sérieux. Ce n'était pas juste de la paresse ou un comportement d'adolescent attardé. Il avait déjà été expulsé de plusieurs logements pour comportement menaçant. L'une des ordonnances de restriction était encore active.
Elle avait trouvé mon nom dans une vieille photo marquée par Marlène, une image de notre fête de bienvenue, des années auparavant. Elle a dit qu'elle avait revu mon nom dans un groupe privé sur Facebook, où des femmes de la région avertissaient les autres à propos d'hommes dangereux ou manipulateurs. Le nom de Connor y avait été mentionné 3 fois rien que le mois dernier. J'étais sous le choc. J'ai demandé. « Mais, pourquoi êtes-vous venu ici ?» Elle a répondu. « Parce que j'ai vu l'histoire en ligne à propos de vos outils, l'enseigne dans le garage. Les gens partagent beaucoup. Quand j'ai vu son nom, je l'ai reconnu immédiatement. Et je me suis dit, s'il continue de nuire à d'autres personnes, quelqu'un doit le savoir. » Elle m'a tendu la pochette et a dit. « J'espère que ça pourra vous aider. » Et ça m'a aidé. J'ai remis tous les documents à mon avocat. Ce n'était plus seulement une affaire d'outils. Il s'agissait d'une personne au passé dangereux, et Marlène avait mis cet homme dans ma maison et l'avait défendu. L'avocat a tout annexé au dossier. Il a dit que cela n'allait peut-être pas influencer directement le partage des biens, mais que ça pourrait peser sur la manière dont le juge évaluerait le caractère et la crédibilité des parties, surtout si l'affaire allait jusqu'à une audience complète. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Marlène. C'était la première fois depuis le début des procédures. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle a laissé un message. Sa voix tremblait. « Je crois qu'on devrait parler. Les choses ont dégénéré. Je ne savais pas pour le passé de Connor. Je voulais juste l'aider. Je ne voulais pas que ça nous sépare. » J'ai montré ce message à mon avocat. Il a hoché la tête et dit. Là, elle commence à réaliser les dégâts. Mais je ne l'ai pas rappelé. Je ne voulais plus de mots. Je voulais des actes. Pendant ce temps, j'ai eu une autre surprise. Un de mes anciens clients, un certain Rick, m'a contacté. Il dirigeait une entreprise de construction locale et m'a dit qu'il avait vu mon histoire et voulait m'aider. « Avez-vous déjà pensé à donner des cours ?» m'a-t-il demandé. On a plein de jeunes qui arrivent dans le métier sans vraiment savoir utiliser les outils. Ils ont juste appris sur YouTube. Vous pourriez donner des ateliers dans votre nouveau local. Faire payer les stages du week-end. Je vous enverrai du monde. Au début, j'ai hésité. Je n'ai jamais été professeur. Mais quelque chose dans cette idée m'est resté en tête. J'ai commencé à planifier. J'ai construit quelques établis supplémentaires. J'ai monté un cours simple pour débutants, assemblage, sécurité, entretien des outils. En une semaine, après une publication sur Facebook, j'avais déjà 12 inscrits. La moitié étaient des amateurs passionnés, l'autre moitié des jeunes cherchant à se lancer et des gens qui respectaient le métier. L'atelier a pris un nouveau rythme. Je n'étais plus seulement en train de reconstruire mon entreprise, je reconstruisais ma communauté. Sur le plan juridique, Connor a enfin révélé son vrai visage. Non seulement il a répondu à notre plainte, mais il a aussi porté plainte contre moi. Il a affirmé que je l'avais menacé physiquement. Que je l'avais intimidé jusqu'à ce qu'il quitte la maison. Que j'avais créé un environnement invivable. Tout était inventé. Mon avocat a éclaté de rire en lisant les documents. Mais cela signifiait que nous allions au tribunal. Un vrai procès. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Il s'agissait de vérité. De tout ce qui avait été ignoré ou dissimulé pendant des années. Et maintenant, tout allait être exposé. Le jour du procès est arrivé rapidement. J'ai mis un jean propre et une chemise. Je ne voulais pas en faire trop, juste paraître respectueux. Mon avocat, Bruce, m'a conseillé de rester calme et de m'en tenir aux faits. « Tu n'as pas besoin d'impressionner le juge », a-t-il dit. « Laisse la vérité faire le travail. » Connor est arrivé avec un costume froissé, un sourire en coin, comme si tout ça n'était qu'une blague. Marlène était assise derrière lui, les lèvres serrées, évitant mon regard. Quand mon tour est venu, j'ai dit la vérité. J'ai expliqué comment j'avais construit cet atelier à partir de rien, comment j'avais économisé chaque centime, acheté chaque outil avec mes propres efforts. J'ai décrit les dégâts causés par Connor, comment je l'avais averti, et comment j'étais parti quand j'ai compris que je n'étais plus respecté chez moi. Bruce a présenté les reçus, les photos, les messages, même le message vocal de Marlène. Il a montré au juge le dossier que Jenna m'avait remis. Il a cité les ordonnances de restriction toujours en vigueur. Le visage de Connor a changé à ce moment-là, comme s'il réalisait enfin que les choses tournaient mal pour lui. Puis il a pris la parole à la barre et il a menti.
il a dit que je l'avais menacé avec un marteau, que je criais tous les soirs, que je laissais des armes traîner partout dans la maison, que je faisais pleurer Marlène sans arrêt. Il a même affirmé que j'avais saboté sa carrière. Quand mon avocat lui a demandé quelle carrière, il a bafouillé, puis répondu. J'allais devenir designer de meubles. Bruce lui a alors tendu un document. C'est la lettre de mise en demeure que vous avez reçue d'un entrepreneur local, après avoir tenté de vendre des copies de ses designs protégés par droit d'auteur. Connor est resté figé. Puis il a marmonné quelque chose d'incompréhensible. Le juge a commencé à poser des questions, directes. Vous habitiez la maison sans payer de loyer? Oui. Avez-vous déjà payé les outils? Non. Avez-vous été prévenu de ne pas les utiliser? Il a hésité. Oui. Puis Marlène est montée à la barre. Elle avait l'air épuisée, pâle. Elle a dit qu'elle ignorait le passé de Connor. Qu'elle voulait juste aider son frère. Mais lorsque le juge a mentionné sa phrase « Tu n'es pas irremplaçable », elle a tenté de dire que j'avais sorti ça de son contexte. Bruce a alors fait réécouter le message vocal. La salle du tribunal est restée silencieuse. Après les plaidoiries finales, nous avons attendu. Une semaine plus tard, le verdict est tombé. Le juge a statué en ma faveur sur absolument tous les points. Marlène n'a rien obtenu de l'entreprise, aucune part des outils, aucun droit sur le bail de l'atelier. Au contraire, elle a été jugée partiellement responsable des dommages causés par Connor. Responsabilité solidaire. Le juge a ordonné à Connor de me verser 28 000 $ en dédommagement. Il n'avait pas l'argent. Le tribunal a donc gelé son compte bancaire, ordonné la saisie de tout salaire futur et bloqué ses remboursements d'impôts. Mais ce n'était pas tout. Le tribunal a aussi transmis au procureur les fausses déclarations qu'il avait faites sous serment. Connor a été arrêté pour parjure 2 mois plus tard. Ils ont découvert qu'il était déjà en liberté conditionnelle pour une affaire à Portland. Mentir au tribunal a violé cette condition. Il a écopé de 6 mois dans la prison du comté, avec un avertissement, une seule récidive, et ce serait la prison ferme. Et Marlène? Après la fin du procès, elle m'a envoyé un dernier message. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu n'avais pas pris les outils. Je n'ai pas répondu. Parce que cela devait arriver. Tout devait s'effondrer pour que je voie la vérité en face. Et c'est là que tout a commencé à en valoir la peine. Tu te souviens du cours de menuiserie que j'avais lancé? Il a décollé. Le journal local a publié un article à propos du nouvel atelier, avec ce titre. De la poussière au respect, l'artisan qui a tout reconstruit. J'avais des listes d'attente pour mes cours. En un mois, j'ai embauché 2 assistants, ouvert l'arrière-salle pour accueillir des apprentis. Et le meilleur dans tout ça, l'enseigne d'origine que j'avais fabriquée, celle où il était écrit « Ce n'est pas à toi ». Je l'ai encadrée et accrochée à l'entrée du nouvel atelier. Les gens me posent des questions à son sujet tout le temps. Et je dis la vérité. Le respect compte. Ce que tu construis, ce que tu accomplis, ce que tu protèges t'appartient. Ne laisse jamais personne prétendre le contraire. Je n'ai plus jamais reparlé ni à Marlène ni à Connor. Mais d'après ce que j'ai entendu, elle est allée vivre chez un cousin à Tacoma. Et Connor retourne des steaks dans un fast-food délabré, à 1 heure de la ville. Il a essayé de lancer une cagnotte en ligne pour payer ses amendes judiciaires. Il a récolté 37 $. Et l'un des commentaires disait: peut-être que tu n'aurais pas dû voler un gars capable d'éliminer les gens de sa vie avec une telle précision. Je n'ai pas écrit ce commentaire, mais j'ai souri en le lisant. Parce qu'au fond, la vengeance ne se manifeste pas toujours par des cris ou des explosions. Parfois, elle vient avec le silence. Et un garage vide. Commentaire Madame Reddit. Eh bien, quelle histoire, n'est-ce pas? Elle m'a profondément touché. Voir à quel point le respect et la reconnaissance du travail acharné sont essentiels, et malheureusement trop souvent négligés, même par ceux qui nous sont les plus proches, m'a vraiment ému. Cette situation montre que parfois, la meilleure réponse n'est ni le conflit ni l'explosion, mais bien la fermeté, le courage de protéger ce qui est à soi et de reconstruire sa vie avec dignité. J'espère que cette histoire vous inspirera à valoriser ce que vous avez accompli et à ne jamais accepter moins que ce que vous méritez, que ce soit au travail, en famille ou dans la vie. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Je veux lire vos avis dans les commentaires. Et c'est ainsi que se termine une autre histoire émouvante venue de Reddit. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour encore plus d'histoires incroyables. Ne manquez pas la prochaine.